Il fut un temps où le métal hurlait, un temps donc métal hurlant, où des Français osaient prendre des risques et tenter des choses, comme ici. Un film d'animation de science-fiction, Les Maîtres du Temps, ce n'est pas rien, ou La planète sauvage en 73 et Gandhar en 87, tous trois réalisés par René Laloux. Dis-moi, Silbad, penses-tu qu'il leur faudra longtemps pour se rendre maître de leur vaisseau? Les Maîtres du Temps sort en 1982 et est tiré du roman L'orphelin de Perdide de Stéphane Voul, un auteur français qui raconte l'histoire d'un père et de son fils sur une planète dangereuse, Perdide, essayant d'échapper à une nuée de frelons géants. Je suis coincé. Je vais envoyer Piel vers les Dolongs. Avec un micro. Porte-lui secours, je t'en supplie. Réussissant à contacter Max, son ami, Claude le père meurt et son fils va se cacher dans la forêt. Le jeune homme se retrouve seul et découvre un compagnon étonnant. Piel, c'est toi? Oui, bien sûr que c'est moi. Où es-tu? Le roman paraît chez Fleuve Noir en 1958, écrit en 3 parties sur le roman et écrit en 3 semaines, sans plan précis, partant d'une simple idée pourtant tragique, la mort d'un père menaçant son fils avec une arme pour l'obliger à fuir. Fais ce que je te dis. Cours vers les Dolongs. Cours, mon chien. Cours. C'est en cours d'écriture que ce coup de théâtre qui va nous donner, spatio-temporel, va prendre vie. Le roman exploite le célèbre paradoxe des jumeaux énoncé en 1911 par Paul Langevin sur la base de la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Dans le récit, Max et Silbad voyagent dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière et subissent donc une forme de dilatation temporelle qui produit un décalage d'une centaine d'années à la fin de leur voyage. La planète Perdide a surgi du futur et on a été à 2 doigts d'être écrasé. Et l'enfant, Laurie, l'enfant. René Laloux va donc en entreprendre l'adaptation, ce qu'il avait déjà fait, sur Stéphane Vull en tout cas, avec la série Homs en série sur la planète sauvage. Il ne va modifier au final que peu de choses, surtout la fin de l'histoire, que Laloux n'aime pas trop. Merdeux, c'est le thème qu'il emploie pour la fin du bouquin. Regarde là-haut. Un maître du temps. Certains noms seront changés, le véhicule du début disparaît, les pirates sont aussi changés, pas de race extraterrestre dans le roman, la planète Devil Ball change, le prince Maton trouve un peu de dignité dans la mort alors que ce n'était pas le cas dans le roman. Et si jamais vous vous en tirez, prenez soin de Belle. La fin de Perdide est plus dense et le final, bien sûr, étonnant. L'adaptation en bande dessinée sortira chez les humanoïdes associés comme le livre du film. Nous avons failli prendre ce météore sur le crâne pendant que vous faisiez la sieste. Je ne comprends pas. Je croyais que le dispositif de détournement était automatique. Pour changer et écrire le scénario, René Laloux s'y colle, aidé de Moebius et de Jean-Patrick Manchette. Toutes les forces de police de l'Alliance réformée interplanétaire sont à vos trousses. Votre destination vous importait peu. René Laloux est un réalisateur de films d'animation, un dessinateur, un peintre et sculpteur, un fan de Charlie Chaplin, de Walt Disney et de Tex Avery, et après quelques cours, va se lancer sur son premier film, La planète sauvage, donc en 1973. Il va collaborer avec Topol, avec Casas, de grands personnages de la bande dessinée devant l'éternel là aussi, puis c'est Les Maîtres du Temps qui va réaliser en Hongrie, la France refusant de produire le film. 1000 années ou bien 10, j'étais sur le lamproie comme le ver sur la soie. Film qui devait au départ être le premier d'une saga de plusieurs longs métrages en collaboration avec le magazine Métal Hurlant et différents dessinateurs, mais son succès tout relatif empêchera tout de suite. Il va couler un liquide qui est bien meilleur que de l'eau. René Laloux meurt des suites d'un infarctus à Angoulême le 14 mars 2004 et l'on ne peut que le remercier d'avoir au moins essayé. Ceux qui ont vu ces films s'en souviennent. D'abord, tu lui chantes des chansons d'ivrogne, et maintenant, voilà que tu essaies de le saouler. Étant donné les circonstances, René Laloux est donc en charge de l'animation, c'est lui le maître du temps, comme le dit si bien Moebius, le maître d'œuvre en tout cas, ce qui est bien différent d'une bande dessinée fixée dans le temps. Moebius ne participe d'ailleurs pas à cela, il n'est que le concepteur de base des dessins, et Laloux empêche même le Moebius de créer des images inanimables. Laloux devait réaliser Gandhar à l'époque, mais point de financement trouvé, et le producteur des Maîtres du Temps sera plus rapide que celui de Gandhar, qu'il fera plus tard. C'est Jacques Dercourt, ce producteur, qui sera l'homme grâce à qui ce film existe. vous allez assister à un événement très rare.
La BBC va aider au financement avec TF1, la SWF, la WR, Télécip ou la télévision suisse romande. Un film de prestige qui va aider au financement, imaginé comme cela dès le départ afin d'éviter le piège de la série animée. Qu'est-ce que c'est? La métamorphose des sorcières. Mais faites attention, ces petits coquins sont télépathes. René Laloux, lui, rêve d'aventure et une fois ses films terminés, ne peut plus les voir en peinture et a besoin de passer à autre chose. Pour lui, 6 films sont prévus des Maîtres du Temps avec 6 dessinateurs vedettes à la barre, venant tous donc du magazine Métal Hurlant, mais malheureusement, nous n'en verrons point le jour. Le film n'hésite pas, comme le roman, à plonger dans la cruauté, comme la scène de l'enfant qui a le cerveau piqué, voire mangé un petit peu par un frelon. Passage obligatoire pour que Sindbad n'ait plus sa mémoire, la base de l'histoire. Les médecins de ma planète feront le reste. Maintenant, il faut dormir. C'est ce que tu as de mieux à faire. Pour Laloux, l'absence de visage chez l'Exoul traduit l'anonymat des structures totalitaires. Manchette insiste bien là-dessus sur son synopsis. Rien ne m'étonne, une idée anarchiste, et pour Laloux, les méchants sont beaux et séduisants. Emmenons-le vers la béatitude de l'indifférenciation. René Laloux pense donc à son prochain film et est très attiré par les dessins par ordinateur afin d'être moins limité dans l'image. À ses côtés, ai-je besoin de présenter Jean Giraud, aka Moebius, ici un dessinateur exceptionnel, appelé aussi Gire à ses débuts, créateur avec Jean-Michel Charlier de la fabuleuse bande dessinée Blueberry, qui signe sous son vrai nom donc Jean Giraud, après Gire. Moebius, lui, s'attaque à la science-fiction avec des œuvres telles que Arzac, le garage hermétique, l'Incal ou le monde d'Edena, qui lui valent une reconnaissance internationale jusqu'aux États-Unis et au Japon. Il fonde les Humanoïdes Associés, qui va éditer Métal Hurlant justement, et va souvent participer à des films pour le design de certains, comme le Trône de Steven Nisberger par exemple, et bien sûr le Alien de Ridley Scott, dont vous avez les 2 vidéos sur la chaîne, un auteur majeur de ce siècle et celui d'avant. Moebius avait travaillé sur le Dune de Jodorowsky, projet qui fut abandonné, et en même temps que Tron, va donc confectionner le scénario en collaboration, même s'il arrive alors que le film est déjà en chantier. Son travail est bien défini et adapte ses dessins au synopsis de Manchette en changeant quelques passages du roman et des trouvailles visuelles qui conviennent au dessinateur. Il va concevoir pour le film 1 millier de dessins en 1 mois et demi. Il travaille très vite, heureusement. Il le dit lui-même, il décide plus vite que son ombre. Le coup de théâtre final est un peu rapide pour Moebius, mais il le trouve tellement plus intéressant que la fin du livre, et cela en reste réjouissant. Pour Moebius, il est compliqué de créer une scène animée demandant 150 personnes à temps plein et reste assez lisible pour les enfants qui regardent le film. Hé, Laurie! Au dialogue donc Jean-Patrick Manchette, qui est un écrivain, auteur de romans policiers et critique de cinéma, scénariste et dialoguiste, sans oublier traducteur. Il est très connu pour ses opinions d'extrême gauche, personne n'est parfait, et certains des films qu'il a dialogués restent pour ceux qui les ont vus, comme La guerre des polices de Robin Davis, Légitime violence de Serge Leroy ou La crime de Philippe Labro, de bons dialogues. À la musique, nous avons Jean-Pierre Bouteille. Bouteille travaille pour de nombreuses vedettes de la chanson, de Jacques Dutronc à Michel Sardou et surtout Claude François, dont il sera le directeur artistique et principal collaborateur tout au long des années 70, composant notamment pour lui Le téléphone pleure, Magnolia Forever et Alexandrie Alexandra. Il va composer pour la télévision la célèbre musique d'Arsène Lupin avec Georges Descrières, certains épisodes des Évasions célèbres, Gaston Phébus ou Le Lion des Pyrénées, et composera la musique des émissions de télévision Star pour TF1, Champs-Élysées ou Star 90.
Ici le croiseur spatial Vaisseau d'Argent, de la première flotte. Navire non identifié, maintenez votre vitesse. De grandes voix de doublage sont à l'œuvre pour donner vie aux personnages ici, pour le film, comme Sadi Rebo, Jean Valmont, Michel Elias, Monique Thierry, François Chaumette, Henri Gianni, Gabriel Catan ou le grand Georges Atlas, et j'en passe. Un choix voulu par René Laloux, le film contenant beaucoup de dialogues. Il va faire attention à ce que les voix sonnent très bien, d'où de réels et grands comédiens, et va suivre aussi de très près la version anglaise. Ici le pilote robot numéro 5 de la flotte de la Fédération des Maîtres du Temps. Le film ne fera qu'un peu plus de 500 000 entrées en France, ce qui n'est pas mal ma foi, mais pas assez, puisque seulement 27 000 $ de recettes aux États-Unis, un bide, un gros échec, et malheureusement, je n'ai aucune idée du budget de départ. Pour beaucoup, à l'époque, les dessins de Moebius animés par l'équipe sont souvent considérés comme ratés, voire à plat, alors que son prédécesseur, La Planète Sauvage, des gravures animées. L'animation entre les deux films n'a certes guère évolué, ce qui en fonction des dessinateurs peut sembler plus simpliste ou pas, comme le style parfois très épuré de Moebius. Couvre-moi! Ne l'approchez pas! L'animation en elle-même n'est pas toujours à la hauteur, mais heureusement il y a un mais. La poésie d'un cercle, d'un visage vide et surtout les décors nous plongent merveilleusement bien dans ce monde stupéfiant. Monstrueuse violation! La différence s'oppose à l'unité! Point de critique négative donc, si l'on prend le film pour exactement ce qu'il est, un plaisir des images, une poésie fixe et animée, même si parfois l'on frôle l'à peu près, et une fois le film fini, comme souvent dans les films de René Laloux, eh bien on en redemande. Seulement 3 films et une mémoire pour tous spectateurs qui les ont vus, ces métrages à l'époque, qui nous donnent des dessins qui restent en tête, et même si les moyens sont bien moindres que chez Disney, les techniciens n'ont pas à rougir du travail accompli ici. René Laloux et Moebius veulent un film clair, concis, au dessin simple ou épuré, comme vous voulez, sans doser dans le spectaculaire, mais pour trouver le juste équilibre, corrigeant à chaque étape leur progression afin d'avoir le film le plus accessible à tous et retravaillant même l'humour afin que cela fonctionne, voire même le suspense ou l'horreur. Ah, saleté de bestiole! René Laloux fait des films pour que les spectateurs y soient immergés jusqu'au bout, mais le sujet est important, la qualité avant la quantité. On n'est pas chez Disney, c'est certain, et 3 ans seront nécessaires pour arriver à bout de son projet, ce qui est très long. Nous sommes dans un secteur précis qui est maintenant colonisé par les maîtres du temps. Il espérait un triomphe comme sa Planète Sauvage, mais avec le piqué de Moebius et malgré la beauté des images ici présentées, le film convaincra peu en dehors de chez nous. Beau, mais rendez-vous raté avec le monde malheureusement. C'est les frelons de Perdite qui m'ont fait ça dans le temps. De space opéra, l'on passe à une sorte de Blueberry dans l'espace, magnifique par son design, alors que pour beaucoup, le film n'est qu'une démonstration de savoir-faire pour récolter du fric. Je parle bien sûr des critiques de l'époque. Ils adorent sucer le cerveau humain. Ils le dégustent comme un œuf à la coque. L'esthétisme est là, ça lui est reproché au profit du récit, fade pour eux, comme quoi, encore une fois, l'aveugle est toujours roi. C'est Pierre, tel qu'il était. Soi-disant à la mode, si c'était le cas, le film aurait marché, et trop à laisser d'être Disneyien en diable, ils avaient vraiment des yeux de merde parfois, les critiques éreintent un film qui n'en demandait pas tant, beau et lyrique, un pur produit de nos auteurs, qu'il faut savoir critiquer, mais avec de bons arguments. Alors certes, aujourd'hui, le rythme est parfois lent et l'animation parfois à la ramasse, mais bordel, que l'on avait envie de faire des films à cette époque. Vous le verrez dans la description, le Blu-ray ressort en octobre 2025. Je vous ai mis le lien pour la précommande. Un film qui est loin d'être parfait, mais dont le final reste, lui, absolument parfait. Un twist qui donne à ce film la très bonne note de 5 poils sur 6. Parce que certes, il y a des défauts et je ne peux pas en créer un chef-d'œuvre. Mais bordel de merde, quelle histoire finale absolument géniale et poétique.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. J'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Et vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref, plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.